Bonjour mes amis, bienvenue. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire. L'histoire d'Élise, une histoire qui parle de silence, de sacrifice et de la force que l'on trouve quand on croit avoir tout perdu. C'est le récit d'une mère qui, après avoir tout donné, a dû apprendre à se choisir elle-même. Avant de commencer, j'aimerais beaucoup savoir qui est là avec moi. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Le soir où j'ai eu 70 ans, les bougies sur mon gâteau n'ont jamais brillé. La table de la salle à manger était dressée pour une fête qui n'a jamais commencé. Mon fils avait promis qu'il viendrait. À la place, il a envoyé un unique texto. Désolé maman, on est chez les parents de Chloé ce soir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma présence était devenue facultative dans sa vie. Je m'appelle Élise Dubois et j'ai 70 ans. Je n'aurais jamais pensé raconter mon histoire de cette façon à des inconnus, avec la voix tremblante et le cœur encore à vif. Mais parfois, la vérité doit être dite à voix haute, car c'est le silence qui m'a brisée pendant de trop nombreuses années. Le silence quand je pleurais après le décès de mon mari. Le silence quand mon fils s'est éloigné après son mariage. Et le silence en cette nuit même qui aurait dû être remplie de rire et non de vide. Laissez-moi vous ramener en arrière. Je suis née en 1955 dans un petit village où la famille était le pilier de tout. J'ai porté ces valeurs en moi, à l'âge adulte, à travers des décennies de mariage et de maternité. Quand mon mari est mort d'une crise cardiaque foudroyante il y a 15 ans, j'ai cru que mon monde s'était effondré. Mais mon fils Julien n'avait que 20 ans à l'époque. Je me suis dit, je ne peux pas flancher. Pas maintenant. Il a encore besoin de moi. Alors je n'ai pas flanché. J'ai enchaîné les longues journées de travail, accepté des petits boulots, vendu mes bijoux un par un juste pour que Julien puisse finir ses études sans crouler sous les dettes. Je recousais chaque trou dans ses chemises, je m'assurais que son réfrigérateur ne soit jamais vide et je l'encourageais à chaque étape importante. Je pensais que le lien qui nous unissait était indestructible. Mais ensuite, Chloé, sa femme, est arrivée. Elle était polie au début, avec son sourire travaillé et ses compliments doucereux. Je voulais l'accueillir vraiment. Je me disais, il a trouvé l'amour, il a trouvé sa partenaire. Mais lentement, presque imperceptiblement, elle a commencé à réécrire le scénario de notre famille. Les dîners où j'étais autrefois l'hôtesse sont devenus des dîners auxquels je n'étais pas invitée. Les fêtes que j'avais toujours organisées se passaient soudainement chez ses parents à elle. Mes traditions, mes cadeaux ont commencé à s'effacer, comme si j'étais un personnage dont on n'avait plus besoin dans la pièce. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis convaincue qu'ils étaient juste occupés que j'imaginais cette distance. Mais la réalité a une façon de s'imposer à vous jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Et pour moi, cette réalité est arrivée le jour de mes 70 ans. Je me préparais depuis des semaines. J'avais fait un gâteau, son préféré, un gâteau au chocolat, avec un glaçage à la crème au beurre. J'ai dressé la table avec les mêmes assiettes que nous utilisions pour chaque anniversaire depuis qu'il était enfant. La maison sentait le poulet rôti, celui qu'il aimait tant quand il rentrait de l'université. J'avais même sorti des bougies ridicules en forme d'étoile que je gardais pour une occasion spéciale. L'horloge tournait. 18h, 10 à 9, 20h. Je me disais que la circulation devait être terrible. À 20 et 1 heures, j'ai appelé son téléphone et je suis tombée sur sa messagerie. Puis à 20 et 1 heures, mon écran s'est allumé avec le texto. Désolée maman, nous sommes chez les parents de Chloé ce soir. Ils avaient organisé un dîner, on se voit une autre fois. C'était tout. Pas d'excuses, pas de promesse de passer plus tard. Juste un renvoi emballé dans des mots désinvoltes. Je me suis assise seule à table. Les bougies sont restées éteintes. Le poulet a refroidi. J'ai coupé une part de gâteau, mais je n'ai pas pu la manger. Mes mains tremblaient si fort que le glaçage s'est étalé sur l'assiette. Je me souviens avoir regardé l'horloge chaque seconde s'étirant de plus en plus fort, jusqu'à ce que j'aie l'impression que les murs eux-mêmes se moquaient de moi dans leur vide. Savez-vous ce que l'on ressent quand on est oublié le jour de son anniversaire? De réaliser que l'enfant que vous avez porté, l'enfant pour qui vous vous êtes sacrifié, l'enfant que vous pensiez être votre ancre pour toujours, a choisi la table de quelqu'un d'autre,
les rires de quelqu'un d'autre, plutôt que vous. Ce n'est pas seulement de la solitude, c'est un effacement. C'est le genre de douleur qui vous fait remettre en question chaque choix que vous avez fait. Chaque fois que vous êtes resté debout tard pour coudre des costumes. Chaque fois que vous avez cumulé 2 emplois, juste pour payer ses frais de scolarité. Chaque fois que vous avez ravalé votre propre chagrin pour qu'il ne se sente pas orphelin de père. Cette nuit-là, j'ai traversé ma maison pièce par pièce. Les murs étaient tapissés de photographies. Julien enfant tenant son premier vélo. Julien à sa remise de diplôme. Julien avec moi un matin de Noël. J'ai fixé ses sourires figés et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. L'amour que j'avais déversé en lui était devenu une rivière à sens unique. Il y buvait librement, mais il ne reversait jamais rien en retour. Et puis, une pensée s'est insinuée, une que je ne m'étais jamais autorisée auparavant. Si mon fils pouvait m'abandonner si facilement, alors être que je pouvais l'abandonner aussi. Cet anniversaire n'était pas seulement une déception. C'était une révélation. Un rideau tiré sur l'illusion à laquelle je m'étais accrochée. Pour la première fois en 70 ans, j'ai cessé de me voir comme une mère qui devait tout endurer, et j'ai commencé à me voir comme une femme qui avait encore des choix. Et ça, mes amis, ce fut le début de tout. Le lendemain de mon anniversaire, je me suis réveillée dans le silence. Pas le genre de silence paisible comme celui des oiseaux saluant l'aube, mais le silence lourd qui vous oppresse la poitrine. Le genre de silence qui vous rappelle que le téléphone n'a pas sonné. Personne n'a frappé à la porte. Et le gâteau de la veille était toujours intact sur le comptoir. Son glaçage commençait à durcir. Je suis restée là à le regarder, et les souvenirs m'ont frappé comme des coups. J'ai pensé à tous les anniversaires que j'avais offerts à mon fils. Celui de ses 5 ans où j'étais restée debout toute la nuit pour coudre une cape rouge pour son costume de super-héros. Celui de ses 12 ans où j'avais mis en gage mon bracelet en or pour pouvoir lui offrir le vélo qu'il voulait. Celui de ses 10 à 8 ans où j'avais rempli la maison de ballons alors que je pouvais à peine payer le loyer. Je lui ai donné des rires, des surprises, de la chaleur. Et qu'ai-je reçu pour mes 70 ans? Un texto, une rebuffade, un rappel que je ne comptais pas assez pour mériter ne serait-ce qu'une place à la même table. J'ai d'abord essayé de ne pas y penser, je me suis dit qu'il viendrait peu. Être le lendemain. Peu, être que la famille de Chloé lui avait mis la pression. Peu, être qu'il n'avait pas voulu les décevoir. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la pire. Il y avait eu des signes pendant des années. Les appels manquaient le matin de Noël. La façon dont Chloé levait les yeux au ciel chaque fois que je racontais une anecdote sur son enfance. Les vacances qu'ils prenaient sans m'inviter, pendant que je restais pour arroser leurs plantes et nourrir leurs chiens. À chaque fois, je me disais de ne pas dramatiser. À chaque fois, je ravalais la blessure et je continuais. Mais quelque chose en moi a changé cette nuit-là, et le matin, venu ce changement, s'était transformé en résolution. J'ai réalisé que je m'étais accrochée à une illusion de famille, tandis que lui s'était accroché à mes ressources, ma maison, mon temps, mes sacrifices. J'ai marché jusqu'au salon, et je me suis assise dans le fauteuil où je lui lisais autrefois des histoires pour s'endormir. Mon regard s'est posé sur une photo encadrée le jour de son mariage. Je me souviens m'être assise sur le banc de l'église souriant alors que des larmes me brûlaient les yeux. Ce jour-là, je m'étais dit que je gagnais une fille. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais perdre mon fils. Le téléphone était posé à côté de moi sur la table. Je l'ai pris et j'ai fait défiler les anciens messages. Des semaines de textos, comment vas-tu, restés sans réponse, des réponses occasionnelles et rapides laconiques, pressées. Occupé maman, on se parle plus tard. Ce plus tard n'arrivait que rarement. J'ai compris que j'étais devenue un bruit de fond dans sa vie. Quelque chose à mettre en sourdine jusqu'à ce que ce soit pratique. Ma poitrine s'est serrée, mais une autre pensée a transpercé la douleur. S'il pouvait célébrer sans moi le jour de mon anniversaire, alors je pouvais construire une vie sans lui dans la mienne. Je me suis levée plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Pendant si longtemps, j'avais attendu. Attendu des appels, attendu des visites, attendu une preuve que je comptais encore. Et si j'arrêtais d'attendre, et si je prenais ce temps, cette énergie, et que je me les redonnais à moi-même? Je suis allée dans le bureau et j'ai sorti une boîte de l'étagère du haut.
À l'intérieur se trouvaient des papiers importants, des relevés bancaires, les titres de propriété, mon testament. Pendant des années, chaque ligne de ce testament portait le nom de Julien. Ma maison, mes économies, même la modeste collection de bijoux que ma mère m'avait laissée. Tout était pour lui. J'avais toujours cru que c'était ce qu'une mère était censée faire, tout laisser derrière elle pour son enfant. Mais que m'avait-il laissé lui? Rien. Ni temps, ni gratitude, ni amour. La trahison me brûlait la poitrine, mais elle me nourrissait aussi. À cet instant, j'ai fait un vœu silencieux. Il ne confondrait plus jamais mon amour avec de la faiblesse. J'ai refermé la boîte, la serrant contre ma poitrine, comme un bouclier. Mon plan n'était pas encore entièrement formé, mais la graine était plantée. Le testament changerait. L'avenir changerait. Et cette maison, ces murs qui avaient vu tant de larmes et tant de nuits solitaires ne me définiraient plus. Cet après-midi-là, je suis sortie me promener. Le soleil brillait, l'air était vif, et pourtant je sentais le poids de décennies peser sur mes épaules. En passant, les voisins me saluaient. Certains m'ont même demandé comment s'était passé mon anniversaire. Je souriais, poliment, ravalant la vérité. Comment pouvais-je leur dire que j'avais fêté ça seule, que le fils que je croyais être mon ancre m'avait laissé à la dérive? J'ai atteint le parc, au bout de la rue, et je me suis assise sur un banc, sous un chêne. Des enfants jouaient leurs rires, résonnant dans l'air. Les parents couraient après eux, les appelant par leur nom, les serrant fort. J'observais, avec une douleur creuse dans la poitrine. C'était moi autrefois. C'était Julien et moi. Et maintenant, il avait choisi les rires d'une autre famille plutôt que les miens. La prise de conscience était brutale, mais elle était aussi clarifiante. Cet anniversaire n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où je cessais d'être la mère oubliée et où je commençais à être la femme qui se choisissait enfin elle-même. Je l'ai murmuré à voix haute juste pour en entendre le son. Plus d'attente, plus de supplications, plus de dons à ceux qui ne s'en soucient pas. Les mots semblaient étrangers au début, mais alors qu'ils se posaient dans l'air, ils ont commencé à ressembler à la vérité, et avec cette vérité est venu un calme étrange. Je me suis levée du banc plus stable maintenant et je suis rentrée chez moi. Mon cœur me faisait encore mal, oui, mais il battait avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La résolution. Le matin suivant ma promenade, je ne me suis pas réveillée en me sentant plus légère. En fait, mon corps était lourd comme si j'avais porté le deuil toute la nuit. Mais sous tout cela, il y avait une pulsation de détermination stable et insistante. Le genre de détermination qui ne s'estompe pas une fois le soleil levé. J'ai préparé une cafetière, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai étalé mes papiers, les relevés bancaires, l'acte de propriété de ma maison, ma police d'assurance et enfin mon testament. Le testament portait le nom de Julien sur chaque ligne. Il était mon fils unique. À qui d'autre aurais-je tout laissé? Pendant des décennies, cela avait semblé naturel, indiscutable. Mais en fixant l'encre sur ces pages, j'ai senti la colère monter non pas chaude et sauvage, mais froide et constante. Pourquoi devrait-il hériter des fruits de mon sacrifice, alors qu'il ne pouvait même pas décrocher le téléphone le jour de mon anniversaire? Pourquoi devrait-il récolter les récompenses d'une vie qu'il avait méprisée, rabaissée et abandonnée? J'ai appelé mon notaire le matin même. Il s'appelait Maître Bernard, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris clairsemés et au ton direct. Je le connaissais depuis des années. Il m'avait aidé à gérer la succession de mon mari. Quand il a décroché, je n'ai pas hésité. Maître Bernard, je dois changer mon testament immédiatement. Il a marqué une pause. Le changer, Madame Dubois, est-ce que tout va bien? J'ai failli rire à cette question. Tout va bien. J'avais 70 ans. Je célébrais les étapes de ma vie seule, rejetée par la seule personne qui me restait. Mais au lieu de déverser mon chagrin, j'ai gardé un ton calme. Oui, ai-je dit. Je veux que tout soit retiré du nom de Julien. Chaque centime, chaque bien. Rien ne doit lui revenir. Il y eut un silence au bout du fil. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Et à qui souhaitez-vous que cela aille? À des œuvres de charité, des bourses d'études, des causes qui donnent des chances aux enfants. Le genre de chance que je me suis épuisée à donner à mon fils. Mais
pas à lui, plus jamais à lui. Quand je suis arrivée à son étude plus tard cette semaine-là, je portais le poids de ma décision comme une armure. Maître Bernard a examiné les documents avec ses yeux attentifs, faisant des ajustements tapant des clauses qui excluaient Julien avec une précision chirurgicale. Chaque coup de stylo était comme une autre chaîne se brisant à mes poignets. « Êtes-vous certaine de cela ?» a-t-il demandé, quand tout fut terminé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie. En sortant de cette étude, le monde me paraissait plus net, plus clair. Je n'étais plus impuissante. J'avais fait le premier pas, mais je n'avais pas terminé. Ce soir-là, j'ai commencé à parcourir ma maison, non pas avec les yeux d'une propriétaire, mais avec les yeux d'une femme se préparant à lâcher prise. Le salon, avec son vieux canapé fleuri et son fauteuil affaissé le vaisselier rempli d'assiettes, que ma belle-fille avait un jour revendiqué comme sienne dans une conversation anodine. La table de la salle à manger où j'avais attendu le jour de mon anniversaire. J'ai touché chaque objet et je me suis demandé, est-ce que cela me sert ou est-ce que cela le sert lui? Les trophées d'enfance de Julien, qui prenait la poussière, ces vieux livres qu'il n'était jamais venu. Pour récupérer, je les ai donnés. Le bureau qu'il avait dit un jour qu'il prendrait quand je n'en aurais plus besoin. J'ai ri amèrement à ce souvenir, puis je l'ai mis en vente en ligne. Pendant des années, je m'étais accrochée à ces objets comme à des symboles de la famille. Maintenant, je les voyais pour ce qu'ils étaient, des encres me retenant à un fils qui avait déjà pris le large sans moi. Jour après jour, j'ai vidé la maison. Des étrangers sont venus et repartis me tendant de l'argent en échange de meubles, d'appareils électroménagers, de tableaux. Chaque fois qu'un objet quittait la maison, je me sentais plus légère. Un après-midi, un jeune couple est venu acheter la table de la salle à manger. Alors qu'il l'emportait, j'ai aperçu l'espace vide qu'elle laissait. Au début, cela m'a surprise, mais ensuite j'ai souri. Cette table avait été le théâtre de la déception. Maintenant, elle était partie, et avec elle, le poids de l'attente, année après année. L'argent de ces ventes n'est pas allé sur le compte que Julien connaissait. Non, j'en ai ouvert un nouveau à un compte privé uniquement à mon nom. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais de l'argent mis de côté que personne ne pouvait toucher, pas même lui. Le soir, je m'asseyais au comptoir de la cuisine avec un carnet. J'ai commencé à écrire non pas des lettres à mon fils, mais des lettres à moi-même. Des promesses, des rappels, des mots que j'aurais aimé entendre de quelqu'un d'autre, mais que je devais maintenant faire exister. Tu vaux plus que la négligence. Tu as le droit de partir. Tu n'as pas besoin de sa permission pour vivre. Ces lettres sont devenues ma force secrète. Chaque fois que le doute s'installait, j'ouvrais ce carnet et je me rappelais qui j'étais en train de devenir. Non pas une mère oubliée, mais une femme qui reprenait sa vie en main. Et bien que Julien n'ait aucune idée de ce qui se passait, chaque pas que je faisais m'éloignait un peu plus de son emprise. Changer mon testament n'était que le début. Vendre la maison, tout laisser derrière moi, cela viendrait ensuite. Mais en pliant une autre boîte vide et en l'empilant près de la porte, je me suis murmuré. Il m'a laissé seul le jour de mon anniversaire. Maintenant, je le laisse seul pour le reste de sa vie. Au moment où la maison est devenue clairsemée et que les échos ont remplacé le bruit des pas, mon plan s'était déjà étendu bien au-delà des murs que je mettais à nu. Exclure Julien de mon testament m'avait donné un avant-goût de liberté. Mais la liberté exige plus que de l'encre et des signatures. Elle exige de l'action. Elle exige de disparaître de la toile d'obligation que les autres pensent pouvoir tirer à leur guise. Alors, j'ai commencé à me préparer en secret. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir un nouveau compte bancaire. Je vendais déjà des meubles et des objets personnels. Mais maintenant, à chaque transaction, je déposais l'argent directement sur ce compte. Pas de traces, pas d'alerte numérique. Si jamais Julien essayait de fouiner ou pire de me presser de partager, il ne trouverait que des ombres. Puis j'ai passé un autre appel, cette fois non pas à un notaire, mais à une agence de relocalisation, spécialisée dans l'aide aux retraités s'installant à l'étranger. Une femme joyeuse, nommée Clara, a répondu. Sa voix débordait de chaleur alors qu'elle expliquait le processus. Visa, soins médicaux, location de propriété dans de tranquilles villes balnéaires. Je ne lui ai pas dit grand-chose sur les raisons de mon départ. Elle n'a pas posé de questions. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Nous veillerons à ce que vous soyez à l'aise et en sécurité ».
Ces mots ont été comme un baume sur une blessure que je ne savais pas encore ouverte. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée assise en silence, le poids de la décision s'installant sur moi. Je partais vraiment. Je ne changeais pas seulement les serrures ou ne réarrangeais pas les meubles. Je coupais les derniers fils, mais avant de partir, je voulais m'assurer que l'histoire de ce qui m'était arrivé ne serait pas effacée. Alors un soir, sous la faible lumière de la cuisine, j'ai rassemblé chaque relevé bancaire, chaque reçu, chaque message qui prouvait la négligence de Julien. J'ai fait des copies de tout, puis j'ai acheté une enveloppe solide et j'ai commencé à assembler ce que j'appellerai plus tard le dossier. Sur la première page, j'ai écrit en lettres grasses « Voici ce que tu as choisi. Voici pourquoi j'ai choisi différemment. » J'ai glissé des relevés de cartes de crédit montrant des dîners avec la famille de Chloé pendant que je mangeais seule. Des copies du testament, l'ancien et le nouveau. Des photographies de mon gâteau d'anniversaire intact. Les bougies encore scellées dans leur emballage. Chaque morceau de papier était une lame coupant l'illusion que son abandon était accidentel. Quand l'enveloppe a été scellée, je l'ai glissée dans le vieil album de famille, celui rempli d'anniversaires de matins de Noël et de visages souriants. Je savais que quand il reviendrait, ce serait l'une des premières choses qu'il chercherait une preuve, qu'il possédait encore un morceau de mon passé. Au lieu de cela, il trouverait la preuve qu'il avait perdu sa place dans mon avenir. Mais même cela n'était pas suffisant. Je voulais plus qu'une maison vidée de ses attentes. Je voulais construire une vie dans un endroit où son ombre ne pourrait pas m'atteindre. Et j'ai donc commencé à faire mes valises non pas avec les mains frénétiques de quelqu'un qui fuit, mais avec le soin délibéré de quelqu'un qui se réapproprie son histoire. Dans une seule valise sont allés les essentiels. Mes journaux intimes remplis de décennies de pensées et de secrets que je n'avais jamais partagés. Un couvre-lit délavé que ma mère m'avait fait quand j'étais enfant. La montre de poche de mon défunt mari, le seul objet de lui que je portais encore. Quelques photographies, non pas de Julien ou de Chloé, mais de lieux et de personnes qui m'avaient un jour fait me sentir vivante. Tout le reste est resté. Chaque plat que ma belle-fille avait un jour revendiqué. Chaque meuble que Julien suppose être le sien. Qu'ils entrent dans des pièces vides et sentent la morsure de l'absence. Qu'ils réalisent trop tard que rien ne leur avait jamais vraiment appartenu. J'ai aussi écrit une lettre, non pas pour que Julien la voie tout de suite, mais pour moi-même. Je l'ai pliée dans mon carnet, un rappel pour les nuits, où je savais que j'hésiterais. Elle disait « Tu ne l'abandonnes pas. Il t'a abandonné bien avant cela. Tu n'es pas cruel. Tu choisis la paix. Ne laisse pas la culpabilité te ramener dans tes chaînes. » Le plus difficile n'était pas de faire les valises, ni la paperasse, ni même le secret. Le plus difficile était de faire face au miroir, de regarder dans mes propres yeux et d'admettre « Je ne pars pas parce que j'ai cessé de l'aimer. Je pars parce que j'ai enfin commencé à m'aimer moi-même. » Dans les semaines qui ont suivi, j'ai répété mon silence. Chaque fois que le téléphone sonnait avec son numéro clignotant sur l'écran, je le laissais sonner sans répondre. Chaque fois que Chloé publiait des photos en ligne de leur dîner et de leur célébration, je les faisais défiler comme une étrangère. Je pratiquais le détachement, je formais des callosités sur des blessures qui avaient saigné trop longtemps. Finalement, j'ai réservé le billet, un vol aller simple pour une petite ville côtière à l'étranger. Je n'ai même pas dit à mes voisins où j'allais. Seule Clara de l'agence le savait et elle m'a assuré que tous les arrangements étaient prêts. La veille du départ, je me suis assise sur le sol nu de mon salon. L'air sentait légèrement la poussière et le vide. J'ai passé ma main sur le parquet, me souvenant des premiers pas de mon fils, du rire de mon mari résonnant pendant les dîners de famille. Les souvenirs me griffaient, mais j'ai tenu bon. Les souvenirs ne font pas une famille. La présence si, le respect si, l'amour si. J'ai murmuré dans la maison vide, comme si les murs avaient besoin de l'entendre une dernière fois. Il m'a laissé seul quand ça comptait le plus. Demain, je le laisse derrière moi pour de bon. Et en fermant ma valise, j'ai réalisé que ce n'était pas une fuite. C'était une marche vers la vie que j'aurais dû choisir il y a des années. Le matin de mon départ est arrivé avec un ciel peint en gris pâle, le genre d'aube qui semble suspendu entre les fins et les commencements. Je me suis réveillée,
Avant le réveil, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai laissé le silence m'envahir une dernière fois. Il n'y aurait pas d'adieu, pas de larmes à la porte, pas de bras pour m'envelopper de réconfort. Seulement moi, ma valise et la décision que j'avais attendue bien trop longtemps pour prendre. J'ai traversé la maison, lentement touchant les murs, comme si je traçais le contour d'un corps que j'avais autrefois aimé mais que je ne reconnaissais plus. Les pièces étaient creuses, vidées de leurs meubles, mais elles murmuraient encore de fantômes, le rire des fêtes d'anniversaire passées, le son des petits pas de Julien courant sur le sol, la voix de mon mari appelant depuis la cuisine. Chaque souvenir s'élevait comme de la fumée s'accrochant à moi, me suppliant de rester. Mais je savais mieux maintenant. Les souvenirs ne peuvent pas vous soutenir quand vous êtes malade. Les souvenirs n'allument pas de bougies pour vous quand vous êtes oublié. Les souvenirs n'appellent pas le jour de votre anniversaire. Je me suis arrêtée dans la salle à manger, fixant l'espace nu où la table se tenait autrefois. Cette table avait été l'autel de ma patience, l'endroit où j'avais attendu année après année que la famille se présente pour finalement manger en silence. Maintenant, elle était partie. Le vide de la pièce semblait plus propre, plus libre. Avant de partir, j'ai glissé l'enveloppe, celle remplie de reçus de copie du testament et de ma lettre, dans l'album de famille et je l'ai replacée sur l'étagère. Je l'ai laissé juste assez de travers pour que Julien le voie quand il viendrait chercher. Mon adieu à lui n'était pas dans les étreintes ou les explications. Il était dans la vérité écrite noir sur blanc. Le taxi s'est arrêté silencieusement, ses phares brillant dans la brume matinale. Le chauffeur, un homme aux yeux bienveillants et aux cheveux poivre et sel, est sorti pour charger ma valise. En route pour l'aéroport, a-t-il demandé. Oui, ai-je simplement dit, ma voix stable. Alors que nous nous éloignions, je n'ai pas tout de suite regardé la maison. Je me suis dit que ce n'était plus qu'un bâtiment, rien de plus. Mais au bout de la rue, alors que nous tournions, je me suis autorisé un dernier regard. Les rideaux se balançaient doucement dans la brise à travers la fenêtre que j'avais laissée entr'ouverte. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à une maison ordinaire, mais pour moi, c'était un mausolée d'attente, de sacrifice de silence. J'ai laissé l'image se graver en moi, puis j'ai expiré et je me suis détournée. Le trajet en taxi m'a paru plus long qu'il ne l'était. Nous avons croisé des familles chargeant des enfants dans des monospaces, des couples promenant des chiens, des adolescents à vélo. Ils vaquaient à leur routine matinale avec une sorte de joie inconsciente. Je me suis demandé si Julien était déjà réveillé, s'il s'était même souvenu que mon anniversaire était passé. S'est-il retourné dans son lit en ressentant la moindre culpabilité, ou étais-je déjà une pensée secondaire? L'aéroport sentait le café et le kérosène, un mélange d'urgence et d'anticipation. En poussant ma seule valise à travers les portes coulissantes, je me suis sentie étrangement invisible au milieu de la foule. Personne ne savait que je ne faisais pas seulement un voyage, mais que je laissais derrière moi une vie entière. Personne ne savait que ce vol n'était pas des vacances, c'était une libération. Au comptoir d'enregistrement, l'employé a souri poliment en prenant mon passeport. « Aller simple pour Lisbonne », a-t-elle dit en tamponnant le billet. Le mot « aller simple » a résonné dans mon esprit. Finale absolue sans compromis. La sécurité, l'embarquement, le remue-ménage des passagers trouvant leur siège. Tout s'est enchaîné dans un flou. Mon cœur battait la chamade. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus vif. La libération. Quand l'avion a décollé, j'ai fermé les yeux et je me suis murmuré « Tu es libre maintenant ». Des heures plus tard, quand l'avion a atterri sur le sol étranger, l'air semblait différent dès l'instant où j'en suis sortie. Plus léger, plus salé, rempli de possibilités. Un chauffeur de l'agence de relocalisation m'attendait avec un panneau indiquant « Madame Dubois ». Pour une fois, être identifiée sans famille ne m'a pas fait mal. Cela semblait juste. Le cottage était petit niché près de la mer avec des murs blanchis à la chaux des volets bleus et une légère odeur de lavande flottant depuis le jardin. Quand j'ai déverrouillé la porte et que je suis entrée, je n'ai pas été accueillie par la poussière ou un silence lourd de déception, mais par un vide qui ressemblait à une promesse. Une page blanche qui attendait que j'écrive dessus. Cette nuit-là, j'ai déballé mes quelques affaires, mes journaux, mon couvre-lit, la montre de poche de mon mari. Je les ai placés doucement dans la pièce, comme des encres. Puis j'ai ouvert les fenêtres et j'ai écouté l'océan. Les vagues roulaient et se brisaient régulières comme un battement de cœur. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans attendre un appel, sans espérer qu'on frappe à la porte.
Le lendemain matin, j'ai marché pieds nus jusqu'au rivage. Le soleil peignait l'eau d'or et les pêcheurs rentraient déjà leurs filets. L'un d'eux m'a fait un signe de la main et je me suis surprise à lui répondre un sourire naissant sur mes lèvres. Je me sentais petite, mais de la meilleure façon qui soit, comme un fragment d'un monde plus vaste et plus bienveillant, qui n'avait rien à voir avec la froideur de la négligence de mon fils. Et alors que les vagues léchaient mes pieds, j'ai murmuré une vérité tranquille. Il m'a abandonnée une fois. Maintenant, je l'ai abandonné pour toujours. Pendant ce temps-là, la maison attendait, mais pas de la manière que Julien imaginait. Il est revenu un après-midi ensoleillé les roulettes de sa valise, cliquetant sur l'allée sa femme, le suivant, le visage plongé dans son téléphone. Ils avaient l'air reposés, bronzés, suffisants, après une semaine de confort dans sa famille à elle. Il a sorti sa clé, l'a insérée dans la serrure et s'est figé. Elle ne tournait pas. Il l'a secouée plus fort, marmonnant entre ses dents. « Chloé, tu as changé les serrures ?» Sa femme lui a lancé un regard perplexe. « Pourquoi aurais-je fait ça ? C'est la maison de ta mère. » Il a réessayé le métal raclant inutilement contre les goupilles. L'irritation a assombri son visage. Il a enfoncé la clé plus fort, mais la porte lui a résisté. C'est alors qu'il a pressé son front contre la vitre et qu'il l'a vue. Rien. La maison était entièrement vide, le canapé parti les étagères, vide les murs nus. Chloé, hâtée, il murmurait la voix brisée. « C'est vide. » Elle a regardé à l'intérieur, son expression passant de la confusion à l'alarme. Mais où sont toutes ses affaires ? Où est-elle ? La voisine d'en face attendait ce moment. Madame Martin, son tablier saupoudré de farine, a salué joyeusement depuis son porche. « Oh, vous avez manqué votre mère de peu !» Elle a tout emballé il y a quelques semaines. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. L'estomac de Julien s'est noué. « Emballé où ça ?» a-t-il aboyé. La voisine a haussé les épaules. Elle n'a pas dit juste qu'elle partait pour tout recommencer. La panique a envahi son visage. Il a sorti son téléphone, composant son numéro encore et encore. Sonnerie après sonnerie, pas de réponse. Il a laissé des messages vocaux, son ton passant de l'irritation vive à la supplication. Toujours le silence. Finalement, Chloé a remarqué l'album photo sur l'étagère légèrement de travers, comme s'il attendait d'être découvert. Elle l'a pris, l'a ouvert et a trouvé l'enveloppe. Avec des doigts tremblants, Julien l'a déchiré. À l'intérieur se trouvaient les copies. L'Ancien Testament le nommant héritier, le Nouveau le déshéritant, les relevés bancaires, les photos du gâteau d'anniversaire intact, et puis la lettre. Pendant que j'étais oubliée le jour de mes 70 ans, tu as choisi une autre table. Tu as célébré sans moi, mais tu t'es souvenu d'utiliser mon amour, mon argent, ma maison. Pendant des années, j'ai excusé ton absence. Je me suis dit que c'était juste la vie qui t'éloignait. Mais ceci, ce n'était pas un accident. C'était un choix. Et maintenant, j'ai fait le mien. La maison est vendue. L'argent a disparu. Mon testament ne porte plus ton nom. Je ne suis pas ton filet de sécurité, ton héritage, ou une pensée après coup. Je suis simplement ta mère. Et tu m'as abandonnée. Considère ceci comme le dernier souvenir que nous partageons. Ne me cherche pas, je ne serai pas trouvée. Les mots le coupaient plus profondément à chaque ligne. Son visage se vidait de sa couleur. Ses lèvres tremblaient. Chloé s'est penchée par-dessus son épaule, les larmes aux yeux. « Elle ne peut pas être sérieuse, balbutia-t-elle. Mais Julien savait qu'elle l'était. Il a appelé encore et encore. Le silence de sa mère criait plus fort que ses hurlements. Pour la première fois, le fils, qui avait toujours supposé qu'elle serait là à attendre, s'est retrouvé avec rien d'autre qu'une maison vide et une lettre qui avait coupé le cordon qu'il pensait ne jamais pouvoir se briser. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, j'étais assise sur la véranda de mon cottage, le vent de l'océan soulevant mes cheveux, une tasse de thé réchauffant mes mains, mon téléphone a vibré sur la table, son nom a clignoté sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai laissé les vagues remplir le silence, un rythme plus constant que n'importe quel chagrin. Autour de moi, la vie se déroulait simplement. Des pêcheurs s'interpellant, des enfants riant, en jouant dans le sable, des voisins passant avec des sourires aimables. Cette nuit-là, j'ai marché jusqu'au rivage, laissant l'écume de la mer lécher mes pieds. Au-dessus de moi, les étoiles étaient dispersées, comme des diamants sur le ciel de velours.
Et pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais pas oubliée. Je me sentais choisie. Choisie par moi-même. Là-bas, dans cette maison vide, Julien était assis avec la lettre entre les mains. Sa femme murmurait des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Ses enfants demandaient pourquoi grand-mère n'était pas là. Il n'avait aucune explication, aucun réconfort, plus rien à revendiquer. Et moi, loin, très loin, je souriais doucement à moi-même. Il avait célébré sans moi une fois. Maintenant, il vivrait sans moi pour toujours. L'histoire d'Élise nous rappelle que l'amour ne doit jamais être une chaîne. Il doit être un pont. Et quand ce pont est brisé par la négligence, nous avons le droit et parfois le devoir de choisir notre propre rive pour y construire une nouvelle vie. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais votre propre valeur. À très bientôt.